Mercredi 21 septembre 2016, France Inter, La marche de l'histoire, Jean Lebrun. Aujourd'hui, L'étranger d'Albert Camus. L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. Dès la première phrase, la mère de Camus, on vient d'entendre Albert Camus, est là, qui se tient en retrait. L'enfance pauvre, dans un appartement au plafond bas, entouré de proches à peu près sourds, illettrés, quasi muets. Ce fut longtemps la première question affective pour Camus. Puis, à 17 ans, il y eut l'épreuve de la tuberculose destinée à durer. Mais ce qui ne fait pas mourir rend plus fort. Camus disait d'ailleurs que la somme de ses chances l'avait emporté sur celle de ses malchances. Et en effet, il a fait de sa vie un exemple à tel point que le personnage qu'il a fini par représenter l'emporte presque sur son œuvre. Mais chacun de ses livres garde son existence propre et mérite aussi une biographie, à commencer par L'étranger, qui a, en 1942, renouvelé le genre du roman français. Quelles furent les raisons d'être du livre, quelles furent les conditions de sa rédaction, qui sait que ces pages, dominées par l'épée du soleil, ont été pour l'essentiel rédigées dans un sombre petit hôtel minable du Paris de la drôle de guerre qui dissimulait ses lumières. Depuis, le livre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en France, il a connu un destin mondial. Les variations du titre à elles seules méritent qu'on s'y arrête. En américain, c'est The Stranger, mais en anglais, c'est The Outsider. Ce n'est pas la même chose. Les noms ont leur importance. Meursault a fini par se transformer en Meursault, le saut dans la mort, et curieusement, l'interrogation sur le nom de l'arabe que tue Meursault n'est venue que tardivement. L'écrivain oranais Kamel Daoud l'a mise au centre de sa contre-enquête, mais la première édition de son roman en Algérie parlait d'un Albert Meursault, transformé dans l'édition française de 2014 en Meursault. Toutes ces oscillations font que la vie de l'étranger continue. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. En témoigne votre grand livre, Alice Kaplan, bonjour. Bonjour. Qui s'intitule Enquête de l'étranger, chez Gallimard, le résultat d'une enquête de 4 ans à l'américaine. Alors, vous avez découvert L'étranger de Camus, vous dites, tout le monde l'a lu. Vous l'avez lu à 15 ans. Oui, à 15 ans, dans une colonie de vacances dans l'état de Maine, où j'allais pour apprendre le français. Et on ne parlait pas du tout de l'Algérie. Je pense que le reste de ma carrière de prof a été une tentative pour remplir ce vide. Alors prof, parce que vous êtes prof à Yale Université, vous êtes une de ces personnalités très union entre la vie intellectuelle française et la vie américaine, à qui on doit beaucoup. Alors l'Algérie, vous y êtes allé peut-être 4 ou 5 fois pour ce travail à la recherche de l'étranger. Je vous propose qu'on l'observe de loin, telle qu'elle était en 36-37, Camus a 23 ans. Vous citez 2 endroits qui ont de beaux noms sur lesquels on peut s'arrêter. La maison devant le monde. Dans les hauteurs d'Alger, presque cachée. Et c'est là où il est allé à la suite de son divorce pour vivre avec des copines et pour essayer d'écrire un premier roman, La mort heureuse. C'était un échec, peut-être qu'il était trop heureux. Il y avait trop d'histoires aussi dans La mort heureuse, qui s'emboîtait mal. Enfin, oui. Et il mettait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait fait. Peut-être était-il trop heureux pour écrire un roman. Il avait déjà publié à 300 exemplaires chez Charlot 2 textes dans le fameux Nos, enfin le Nos qui deviendra fameux. Charlot, 2e nom à retenir, tenait une librairie en forme de couloir, mais où se réunissait un cercle, et ça s'appelait Les vraies richesses. Mais vous, Edmond Charlot, ce qui vous tenait à cœur, c'était les livres. Vous avez donc, à 21 ans, une librairie, Les vraies richesses, et des ambitions d'éditeur. Or, il existait encore une littérature de langue française dans laquelle tout ce qui était au-delà de la Méditerranée avait un cachet d'orientalisme, quelque chose d'assez fleuri. Mais ce n'était pas cela que vous autres, vous vouliez à Alger. Comme tous les jeunes, on voulait évidemment prendre le contre-pied de cette littérature et faire une littérature vivante. Dans le fond, c'est ce qui a été fait après. C'est ce qui a été fait après par Camus, par Robles, par Jules Roy, par tous ceux qui sont sortis, qui ont procédé de cette espèce d'engagement
qui, curieusement d'ailleurs, s'est cristallisé autour de cette petite librairie qui en fait représentait rien. C'était un petit boyau qui devait bien avoir 6 ou 7 mètres de long sur 3 ou 4 mètres de large, je sais même pas si ça avait 4 mètres de large, avec une petite soupente et toute l'intelligentsia, la jeune intelligentsia algéroise s'est regroupée autour de ce petit boyau, de cette petite librairie. Nous avons été une école d'écrivains algériens. Que cette école d'écrivains algériens, et quand je dis école, je ne veux pas dire un groupe d'hommes obéissant à des doctrines, des règles, je veux dire simplement un groupe d'hommes exprimant une certaine force de vie, une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes. Et nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis, je parle en termes de talent, autant de noms arabes que de noms français. Alors, on tousse là, parce qu'il y a de quoi tousser. Albert Camus voit les choses rétrospectivement. Cet entretien date de 58, et il parle d'écrivains algériens. C'était plutôt une intelligentsia algéroise, pour reprendre l'expression d'Edmond Charlot, son éditeur. Oui, ce sont des étudiants de Jean Grenier. Alors, il faut se souvenir que Charlot, il était même plus jeune que Camus, donc c'est vraiment des gens jeunes qui sortent de l'université et qui vont vouloir fonder une esthétique méditerranéenne. Et puis pour Camus, c'est aussi le début de son travail d'éditeur, parce qu'il aide Charlot à éditer des livres. Alors vous citez Jean Grenier, le professeur élégant qui le protège, mais un autre nom va intervenir fin 1938, c'est Pascal Piat. Pascal Piat, extraordinaire personnage. Hein. Oui, on s'en lasse pas. C'est un journaliste pur et dur, et qui prend Camus à Alger Républicain. Alors Alger Républicain, c'est un quotidien que fonde Pascal Piat, un quotidien progressiste. De gauche, et puis c'est là où Camus va découvrir vraiment une mise en scène pour son roman futur. Les pilotis du livre, les comme pilotis disait du livre Stendhal au Palais de siens. Justice. Alors au Palais de Justice, oui, parce qu'il va suivre les procès comme chroniqueur judiciaire. Oui, il va suivre par exemple le meurtre du Cheikh El Okbi, qui est une sorte d'affaire Dreyfus de cette époque en Algérie. Il va tâcher de soigner ses descriptions. Il va peindre des personnages. Il voit un juge qui l'intéresse beaucoup, par exemple. Ah oui, le juge Vaillant, qui à un certain moment, il va prendre un crucifix et il tend le crucifix devant l'accusé pour dire « mais vous ne croyez pas en Dieu, il faut ». Le juge Vaillant qui finira dans les émeutes de Sétif en 1945. Et donc l'idée va jaillir que le narrateur c'est lui, l'idée va jaillir que un personnage européen va tuer un arabe, et se pose la question de l'échafaud à ce moment-là. Justement, alors ça c'est tout à fait inédit, c'est pas dans l'édition de la Pléiade de Camus qu'on verrait en note ce que vous nous racontez. C'est là qu'un soir, Camus va au cinéma. Le cinéma Lorégent, dites-vous. Oui. Il doit être fatigué, parce qu'il travaille beaucoup à Alger Républicain. Et il va regarder, peut-être en galant de compagnie, un film avec Fernandel en vedette. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Interrogatif et affirmatif. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et pensif. Pensif. Tout condamné à mort tranché. Retirez pas l'expression, gardez l'expression. Ça ne bougeait plus. Voilà. Comique.
Comment d'un article du Code pénal on peut donner plusieurs interprétations? C'est le Spunz de Marcel Pagnol. Vous dites que il y a quelque chose de commun d'ailleurs entre Fernandel et Camus. Mais c'est Camus lui-même qui a dit qu'il était moitié Fernandel, moitié Bogart et puis un peu de samouraï. Bogart, je veux bien, l'imperméable. Mais il y a quelque chose d'un peu chevalin dans son visage. Et aussi c'est un acteur qui a la même plasticité de visage que Fernandel, qui s'est passé du tragique au comique. Quand il regarde ce film, c'est une mise en abîme de son œuvre qui se fait. C'est inattendu ce que vous dites. Donc les procès, la réflexion sur les exécutions, le film de Fernandel, l'exécution de Wedman, la dernière publique en 1939. Il y a aussi une rixe qu'Olivier Todd, dans sa biographie à la française de Camus, cite, qui aurait eu lieu sur une plage non loin d'Oran et dont Camus aurait eu connaissance. J'aimais ça au conditionnel parce que toujours dans l'édition de la Pléiade, André Abou dit que c'est superfétatoire. Vous aurez des preuves du contraire avant la fin de la mission. Très Je vous promets. Alice Kaplan. Le livre, peu à peu, prend forme pour le premier chapitre, mais il est structuré. Et c'est quand Camus, après la suspension d'Alger républicain en octobre 39, s'en va rejoindre Pascal Piat au secrétariat de rédaction du grand quotidien Paris Soir, dans la capitale qu'il connaît à peine, que là, la rédaction va presque tout d'un coup couler de source. J'ajouterais qu'il est vraiment mis à la porte en Algérie à cause de son activité anticoloniale. C'est important pour la suite. Et là, il est tout seul, un travail vraiment sans intérêt de mise en page de la page 4, et il commence à écrire. Il trouve, bizarrement, cette fois-ci, que ça se passe très facilement, que le livre est presque tracé en lui. Il le dit à sa fiancée dans une lettre. Et c'est donc écrit dans un hôtel minable de Montmartre et dans l'atmosphère crépusculaire. Oui, en fait, les bateaux à voir. La drôle de guerre avec les vitres opacifiées, il faut pas qu'aucune lumière ne sorte la nuit. Mais il fait souvent ce coup-là. Il fait la même chose pour La Peste, par exemple. Il écrit coincé en France et il met les gens coincés en Algérie. Il est très malheureux et c'est pour ça qu'il écrit un roman, c'est ça, aussi facilement. Oui, je rentre dans le romantisme un peu traditionnel. Mais non, Alice Kaplan. Le livre est pratiquement fini, le premier jet, au moment où va commencer la débâcle. On va entendre Camus en lire un moment très important. Alors vous racontez que beaucoup d'histoires en contrepoint ont été disposées de façon à ce qu'elles n'interviennent pas trop vite. Le moment où Meursault, est-ce que c'est Meursault, est-ce que c'est Meursault, retrouve de nouveau l'Arabe avec lequel il s'était trouvé face à face dans une bagarre en compagnie de son ami Raymond. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femme, envie enfin de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'ai été plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul. Il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie et j'étais venu là sans y penser. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source, l'Arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être, à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Avec
avec Alice Kaplan qui publie En quête de l'étranger, le livre de Camus. Quel lecteur admirable. Il était ici en 1954 à la radio nationale. C'est un enregistrement qui a été repris d'ailleurs par l'éditeur sonore Frémaux. Quelle sensualité dans ses descriptions du soleil. Il l'aime, il déteste. Enfin, c'est une scène qu'il a beaucoup retravaillée. Il a reçu une belle lettre de André Malraux qui lui disait il faut mettre plus de lumière dans la scène du meurtre. C'est écrit dans un premier jet avant mai 40, c'est publié au printemps 42 chez Gallimard, après une intervention notamment de Malraux, mais entre ces deux dates, le manuscrit il a failli se perdre pendant les désordres de l'Exode quand Camus suivait ou précédait la rédaction de Paris Soir sur les routes. Et c'est toute une épopée. Il quitte Paris au moment de l'Exode avec Paris Soir, il se retrouve à Clermont-Ferrand, il y va en voiture, il met le manuscrit dans le coffre, la voiture a failli exploser, il va tout de suite voir dans le coffre que tout va bien. Il garde le manuscrit avec lui jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Lyon, et puis il retourne en Algérie. Et il est là à Oran avec le manuscrit. Et après, pour faire arriver ce manuscrit jusqu'à Paris dans un pays divisé en deux zones, c'est aussi une histoire trop longue à raconter ici. Enfin, l'intermédiaire numéro 1, c'est l'indispensable Pascal Piat qui va mettre en relation Albert Camus, toujours en Algérie, avec la maison Gallimard. Il y a un seul manuscrit de référence, il y a un manuscrit postiche aussi, non ? Oui, il y a un drôle de manuscrit que Camus a copié en 1944 pour gagner un peu d'argent. Il a fait un faux vrai manuscrit. Oui, parce qu'il y avait des gens, notamment le libraire Anacréon, qui était à l'époque secondé par le jeune Pierre Berger, qui achetait des manuscrits aux écrivains contre des beefsteaks. Et vous pensez qu'il a fait ça, lui ? Oui, oui, il le dit lui-même. Il a réécrit, il a tapé sur le plancher le manuscrit étant entre ses chaussures. Voilà, j'aimerais bien voir, apparemment il a dessiné des petites guillotines, et des soleils. Comment l'accueil s'était-il produit entre 42 et 44 ? 12 000 exemplaires à peu près en 3 tirages ? C'est ça. La réception était très mélangée. Enthousiasmée dans la zone occupée, moins enthousiasmée à Vichy, où des critiques comme André Rousseau, Figaro, trouvaient ça vraiment inhumain. Après la Libération, Camus, qui est entré en résistance, reparaît en animateur de combat de la résistance à la Révolution. Il a maintenant une aura extraordinaire. Et vous dites, Alice Kaplan, que bientôt l'homme Camus sera plus considéré peut-être que son premier livre. C'est peut-être le cas pendant le voyage aux États-Unis en 1946. Alors là, on fait appel aux archivistes. On n'a pas retrouvé le son de la radio nationale. C'est vraiment dommage. Qui raconte ce voyage. Il a fait une émission à New York avec le correspondant de la radio nationale et on sait jamais, on perdu, lance mais un appel à nos auditeurs, qui sait. Par contre, ce qu'on a retrouvé, c'est le témoignage plus tardif de Michel Vinavert, le grand auteur de théâtre, était à l'époque un simple jeune étudiant réfugié aux États-Unis pendant la guerre. Dans un quotidien, c'était peut-être le New York Times, que Albert Camus visitait New York et qu'il était à tel hôtel. J'ai pris le train et je suis allé à l'hôtel en question. Et je me suis dit, est-ce que je vais le rencontrer dans le hall ? Si je le rencontre, je l'aborde. Parce que pour moi, L'étranger était un livre à l'époque absolument essentiel. J'avais jamais abordé quelqu'un comme ça, mais bon, il se trouve que j'ai abordé Camus. Il a bien voulu s'arrêter pendant 5 ou 10 minutes dans son parcours pour bavarder avec moi et m'inviter à lui envoyer le texte que j'écrirais éventuellement. Et c'est ainsi que, quand j'ai eu fini mon premier roman, L'Atome, je l'ai envoyé à Camus. Et j'ai eu très vite une indication de sa part, comme quoi il le présentait au comité de lecture avec un avis favorable. Et ils sont restés longtemps correspondants. C'est formidable. C'est tout à fait Camus à cette époque qui voulait voir les jeunes. Il était au Embassy Hotel, Upper West Side, et donc cela avait été révélé dans un article du New Yorker. C'était trouvable. Son éditrice, c'est Blanche Knopf, la merveilleuse Blanche Knopf. Qui, quand elle était à Paris, recevait systématiquement au Ritz, où elle logeait. Elle a mis au point toute une stratégie. Elle a décidé qu'il fallait lancer Camus comme l'existentialisme.
Pour cela, elle a été bien aidée par Sartre, qui avait annoncé à Harvard dans une conférence que Camus était l'avenir des lettres et qu'il exprimait vraiment l'esprit de la résistance. Sartre avait publié un grand article sur Camus pendant l'occupation, une vingtaine de pages, je crois, en 1943. C'est curieux parce que quand on regarde rétrospectivement ce que signifie le nom de Sartre pour nous, on s'étonne qu'il n'ait pas parlé de l'arabe dans son article. Oui, le Sartre qui va préfacer Fanon, Les damnés de la terre, s'intéresse pas du tout à l'arabe. Aucun critique français ne s'intéressait à l'arabe à cette époque-là. Peut-être qu'ils étaient trop préoccupés par la sortie de guerre, justement. Et pourtant, il s'était passé des choses pendant la guerre en Algérie. Et avant Sétif, vous racontez une histoire de 1942, d'août 1942, sur une plage à Zeralda. Il y a un maire qui décide de prendre des arrêtés pour interdire la plage aux musulmans et aux juifs. Oui, il faut se souvenir que les Juifs avaient perdu leur nationalité française et donc que c'était un moment de grand racisme. Et les a mis en prison sans qu'ils puissent respirer. Une rafle sur la plage. Une vraie rafle sur la plage. Avec des civils joints aux gendarmes et aux policiers. Plein de gens sont morts, asphyxiés. Oui, on les a mis dans une cave, un endroit sans aération. Oui. 25 morts. Oui, j'ai trouvé ça à Aix dans les archives d'outre-mer. Mais personne ne soupçonne Camus de négliger les Arabes, ni les Kabyles. On se souvient de ces enquêtes d'Alger républicain. Il y a quand même un grand éditeur de chez Gallimard, à qui vous êtes redevable, Pierre Nora, en 1961, qui dit si Meursault tue l'arabe, ça exprime peut-être le désir des Français de conserver leur plage, leur territoire. Il fait une très belle analyse d'historien à cette époque où l'indépendance doit se faire, tandis que pour Camus, je dirais qu'il y a un grand malentendu. C'est-à-dire, il n'a pas nommé l'arabe pour une très bonne raison, parce que ça lui permettait d'exprimer le racisme sans avoir à l'expliquer, en ne disant pas un nom propre, comme il avait vu James Cain faire la même chose dans Le facteur sonne toujours deux fois. Oui, parce que c'est un livre inspiré par Le facteur sonne deux fois et c'est le racisme de Los Angeles et pour moi c'est un choix esthétique, ce n'est pas un geste raciste du tout, au contraire. Parce que le style est toujours en deçà de l'expression dans ce livre. En 1967, l'indépendance a eu lieu, voilà que Visconti va aller tourner L'étranger. Le scénario, vous nous le direz, a été très difficile à mettre au point entre la veuve de Camus, Francine, Camus est mort en 1960, et le cinéaste italien. Souvenir de tournage où on va retrouver, toujours vivant et vif, notre éditeur des vraies richesses. Aujourd'hui, Luchino Visconti tourne dans une Algérie qui elle aussi a suivi son destin, l'adaptation cinématographique du roman. L'aventure de l'étranger continue. Bon, Charlot. Il y a tout de même une évolution considérable entre la période de 1936 et celle de 67. Ça fait une trentaine d'années d'écart. Pratiquement tout a changé. Même l'atmosphère de Bellecour, on a tourné récemment des scènes, est changée. Le pittoresque de cette rue a changé. Les tramways à baladeuses, qui étaient assez extraordinaires, où il y avait des grappes humaines accrochées, n'existent plus, sont remplacés par des autobus. Il y avait encore à l'époque une circulation de voitures à chevaux qu'on ne trouve plus. Il y avait une vie de petits bistrots que je n'ai plus retrouvée, ni à Bellecour, ni ailleurs. Sono rimasto sui primi gradini completamente stordito dal sole. Yannick, pour vous faire plaisir, mais pendant peu de secondes, Alice Kaplan. Alors Charlot, c'est lui qui se sent étranger dans l'Algérie transformée. Possédé, là, en fait. Mais Visconti, il a senti qu'il y avait un intérêt, qu'il y aurait eu un intérêt à transposer l'action des années 30 aux années 60. C'est ça qu'il voulait. Il voulait au début, il voulait faire une histoire avec l'OAS, avec le terrorisme, avec la fin de l'Algérie française, et les ayants droit ont dit non, pas du tout. Donc il a repris le scénario, il était surveillé par Emmanuel Robles, l'ami de la famille,
Et il a fait quelque chose d'assez fidèle, mais finalement un peu plat. Oui, il voulait trouvé, représenter la guillotine à la fin, et là encore, ça aurait vraiment faussé le roman. Mais l'étranger appartient à l'Algérie maintenant. En témoigne la contre-enquête, le roman de Kamel Daoud, qui cherche à se placer du côté de l'arabe. Absolument, c'est vraiment une belle invention, le roman de Kamel Daoud, qui redonne en même temps une nouvelle vie à l'étranger, parce qu'il a ce geste postmoderne. Il prend un autre personnage du livre qui a un rôle mineur et il le met au centre. Le nom n'est pas le même dans l'édition en Algérie, la première, que vous avez eu beaucoup de mal à trouver aux États-Unis, et dans l'édition française chez Actes Sud, qui a eu tellement de succès. Dans l'édition d'Algérie, c'est Albert Meursault. Donc il y a confusion entre Camus et le personnage. Dans l'édition française, est-ce que c'est pour s'adapter au public de notre pays, c'est Meursault? Alors, en Algérie, le problème avec Camus, c'est qu'il est toujours l'homme qui n'a pas soutenu le FLN, plus le personnage de l'étranger. Donc il y a confusion. Kamel Daoud représente cette confusion. En France, il n'y a pas le même besoin. Et en plus, il faut respecter les droits, le droit moral de la famille, etc. Donc c'est très compliqué et je ne pense pas que cette différence change tant les choses. Le roman est toujours aussi réussi, à mon avis. Vous nous avez fait une promesse, vous avez défié l'éditeur de l'étranger dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, juillet 39, une rixe a lieu sur une plage non loin d'Oran, entre deux petits coqs de village. Alors l'éditeur de la Pléiade dit, bon, il y a tout le temps ça sur les plages de la Méditerranée. Vous êtes allé dans les collections de l'Écho d'Oran. À Oran, j'ai feuilleté le vrai journal de 39, et là je vois un article, Bouisseville, rixe sur la plage. Je vois le nom de Raoul Bensoussan, et je vois le nom de l'arabe qui s'appelle Kadour Twil. Et je vais voir sa famille par la suite. Et là, vous trouvez le frère de Kamel Twil. Le frère et la sœur. Enfin, dans l'Écho d'Oran, il s'appelle Ben Twil, parce que dès que c'est un arabe, on met Ben, tandis que Bensoussan s'appelle Monsieur Bensoussan. Les arabes n'ont pas le droit au nom de monsieur. L'article est assez intéressant. Ouais. Et là, vous retrouvez la famille de Twil. Je retrouve la famille, je découvre que c'était un homme dont la famille était très importante dans le village, qui parlait 4 langues, qu'il avait une petite amie française. Pas du tout le subalterne de notre imagination postcoloniale. On ne va pas révéler ce qu'est devenu Twil. Il a eu un destin assez compliqué. Il a connu la prison, il a connu la tuberculose. Et d'une certaine manière, c'est un frère d'Albert Camus. Quand on est camusien, on aime sinon les rapprochements, du moins la fraternité. Merci. On imagine une guérison. Merci à vous, Alice Kaplan. Enquête de l'étranger, c'est chez Gallimard. Gallimard qui publie aussi la correspondance depuis 1941 entre André Malraux et Albert Camus. On a dit combien André Malraux a été important dans la découverte de ce livre et dans ses modifications successives.